on commence. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à l'heure des pros. Nous sommes avec Véronique Jacquier, avec Gilles-William Goldnadel, avec Monsieur Yoffol de Paris. J'ai oublié votre livre. Je devais le présenter, mais on va le voir quand même parce qu'il sort demain. Il sort aujourd'hui même. Voilà, le journal d'un paria. On en a parlé la semaine dernière. Vous considérez toujours comme un paria? Oui, un peu moins maintenant, parce qu'on m'a redonné d'autorité un pass sanitaire dont je refuse de me servir. Oui, si on vous donne quelque chose et que vous ne voulez pas vous en servir, évidemment. Et Monsieur Bonamy. Oui, j'aime bien la couverture, le point avec le QR code. Franchement, c'est bien trouvé. Bon, vous ne vous sentez pas... Il n'y manquera pas. Le message sera transmis. Bon. Stylé, comme disent les jeunes. Stylé, comme disent les jeunes. Bon, le sondage. Le sondage, parce qu'il y a des sondages tous les jours, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir quand même les dynamiques telles qu'elles se mettent en place. Emmanuel Macron est à 24, Marine Le Pen est à 17, Valérie Pécresse est à 15 et Éric Zemmour monte. C'est ça, la dynamique, elle est aujourd'hui plutôt chez Éric Zemmour, puisque les autres sont plutôt stables, disons-le. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, ça ne bouge pas. Manifestement, Éric Zemmour, c'est ce qu'il nous disait d'ailleurs sur notre plateau, il sent sur le terrain une dynamique positive. Donc il faut être prudent, on est à plus de 70 jours de l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous avez un commentaire là-dessus à faire? Sachant qu'au deuxième tour, pour le moment, sur le deuxième tour, dans tous les cas de figure, Emmanuel Macron l'emporterait face à Éric Zemmour, face à Marine Le Pen et face à Valérie Pécresse. Dans tous les cas de figure. Commentaire ou pas de commentaire? Un petit commentaire objectif. Oui. Il vaut quand même mieux avoir 17% que 14%, il me semble. Je ne sais pas. Et deuxièmement, on s'aperçoit quand même qu'au deuxième tour, il n'y a pas une très grande différence entre le résultat obtenu par Dame Pécresse que par rapport à Dame Le Pen. Ouais, moi, je vois plutôt une France immobile, un électorat qui bouge peu, parce que bon, c'est dans l'infinité misimale que l'on peut déceler une dynamique Zemmour, voire même d'ailleurs une descente de Valérie Pécresse. Mais pour le reste, comme le président de la République lui-même ne s'est pas déclaré, comme lui-même refuse le débat et comme lui-même persiste à vouloir dépolitiser les grands enjeux, on est devant une France somnambule pour l'instant. Mais j'espère que ça va changer. Mais si le débat est aussi soporifique qu'il l'est aujourd'hui... Vous trouvez qu'il est soporifique? Ah ben oui, moi je peux le trouver terne, sinistre, agressif, violent, mais je le trouve pas forcément soporifique. Je le trouve soporifique dans la mesure où chacun refuse le débat. À part Zemmour qui le réclame, les autres le refusent. Donc c'est un peu soporifique. Je voudrais aussi vous faire... Triste parfois même d'ailleurs. Je voudrais aussi vous faire remarquer que 17%, plus 15%, plus 14%, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Oui. Oui. Et vous pouvez ajouter, Monsieur Dupont-Aignan, qui doit être à 1 ou 2. Et comme, alors, ce qui est amusant dans ce sondage, c'est qu'Anne Hidalgo est à 2%. C'est pas beaucoup. Maintenant à 2%. Donc Fabien Roussel va passer devant. Dupont-Aignan va passer devant. Dupont-Aignan, il est à 2%. Vous pouvez rajouter les 2% parce qu'il n'est pas sûr que Dupont-Aignan ait ses 500 signatures. Le sondage pour Mme Hidalgo était avant que certains soutiens de M. Montebourg, notamment le conseiller municipal de Louviers, lui apportent son soutien. Véronique Jacquier. Oui, la gauche, de toute façon, est visiblement condamnée à faire de la figuration, là, en 2022. Mais moi, ce qui me marque, c'est que, franchement, Emmanuel Macron n'est pas encore très menacé. Hein. Il est toujours sur un socle à 24. Alors, certes, il ne s'est pas présenté, mais il gagne une stabilité encore parce qu'il y a effritement des voix de droite, 14, 15, 17. Il y a peut-être une petite dynamique chez Éric Zemmour. Il y aura peut-être un vote caché, mais tout est encore possible. Moi, je pense qu'il faut se méfier parce que, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon, en 2007, à peu près à la même époque, il était crédité de 10-11% et au final, il a fait presque 20%. Donc, attention. Attention. La politique, les candidats. Dire quelque chose de sondage. Si. Non, mais moi, j'ai longtemps cru que, par erreur, que le réservoir de voix pour Éric Zemmour serait dans les classes populaires et dans l'électorat de Marine Le Pen. Et en fait, quand vous regardez dans les sondages, vous voyez que le réservoir de voix, là où Zemmour peut prendre, en fait, c'est dans l'électorat de Valérie Pécresse et en fait dans les CSP+, les inclus. C'est pour ça qu'il effectivement cible beaucoup Valérie Pécresse. Voilà, mais c'est aussi pour ça que le style, la tentative de trumpisation qu'a tenté Éric Zemmour n'était pas en fait très bienvenue par rapport à sa cible. Oui, mais il peut y avoir... Non, je pense que c'est une erreur. Déjà, ça ne va pas parce qu'on
Non, mais attends, n'est pas Trump. Tu peux avoir ce qu'on appelle les rednecks aux États-Unis, hein, les blancs, mais tu peux avoir aussi ce qu'ils cherchent, les bourgeois patriotes. Oui, et c'est visiblement chez eux qu'il doit prendre. On a déjà eu cette conversation, mais il arrive maintenant à s'adresser à la France rurale. Il y arrive. Si l'on voit, en tout cas, les foules qui se pressent à ces meetings. Attention, en revanche, parce que les voix ne s'additionnent pas forcément. C'est pas de l'arithmétique. De mémoire, je pense en 88, au premier tour, Jacques Chirac plus Raymond Barre plus Jean-Marie Le Pen, ça doit faire plus de 50% de mémoire. Et au deuxième tour, Jacques Chirac n'avait fait que 46. Donc il faut toujours être prudent. Je voudrais poser une question. Moi, je voudrais juste poser une question. Non, mais c'est pas pour être désagréable, mais c'est sur la campagne. C'est par rapport à ce que vous avez dit sur... C'est le patron ici que je vous dis. Vous laissez faire. Quand vous avez Madame Le Pen, quand vous avez Éric Zemmour, quand vous avez Valérie Pécresse, quel est l'intérêt de la candidature de Monsieur Dupont-Aignan? Là, je ne comprends plus trop là. Et quel est l'intérêt de votre remarque, si vous me permettez? Qui devrait se retirer et apporter son soutien à l'un de ces 3 candidats. Mais c'est ce qu'il va faire. Pas forcément. Peut-être son narcissisme. Mais Bon. Ça lui plaît tous les 5 ans d'avoir sa photo sur les congélateurs. Non, s'il vous plaît. À part chez nous, il y a beaucoup de narcissiques. S'il vous plaît. Bon, la campagne électorale. J'ai 2 séquences à vous proposer qui sont différentes. La première, c'est Christiane Taubira. Aujourd'hui, plusieurs candidats à l'élection présidentielle évoquaient la question du mal logement au siège de la Fondation Abbé Pierre après la publication du rapport annuel. Parmi eux, il y avait Christiane Taubira qui a semblé en difficulté. Donc, je vais vous montrer cet extrait qui, effectivement, elle paraît du mal à exprimer clairement ce qu'elle veut dire. Donc, ça peut arriver. Bien évidemment, les journalistes aussi, parfois, peuvent bafouiller. Mais voyez cette séquence. Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Bon, ça peut arriver, c'est pas dramatique. J'ai vu que ça faisait sur les réseaux sociaux. Ça nous arrive aussi. Que c'était souvent commenté. Bon, en revanche, je voulais vous faire écouter quelque chose qui a surpris, puisque et Marine Le Pen et Valérie Pécresse ont regretté que l'ambassadeur du Mali soit encore en France. Toutes les deux ont dit la même chose. Mais l'ambassadeur du Mali a quitté la France. Alors là aussi, vous écouterez la réponse tout à l'heure du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il est possible qu'on joue un peu sur les mots, parce qu'effectivement, l'ambassadeur n'est pas là, mais il y a quand même toujours des diplomates qui sont en place à Paris. Et c'est peut-être ce qu'ont voulu dire et Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Écoutons-les. Ouais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France ? Le Mali vient d'expulser l'ambassadeur français du Mali. Nous avons payé le prix du sang au Mali. Je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, qui devrait déjà, au moment où on se parle, être dans l'avion. Je pense qu'il faut bloquer l'intégralité des avoirs des dirigeants maliens en France. Alors évidemment, ça fait réagir, et notamment le porte-parole du gouvernement. Écoutez, Gabriel Attal, c'était à l'heure du déjeuner. Un minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de savoir que nous n'avons plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Le Mali a en France un chargé d'affaires, de même que nous gardons un chargé d'affaires au Mali depuis le rappel de notre ambassadeur. Moi, je suis assez conscient de la situation, je vois bien que nous avons une campagne présidentielle, et donc quand j'entends une candidate se scandaliser que nous ne renvoyons pas l'ambassadeur du Mali en France, alors qu'il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans, et que par ailleurs, encore cet été, nous avons refusé une demande d'agrément d'un ambassadeur du Mali en France, je me dis que l'important, c'est peut-être de se renseigner sur ces dossiers avant de tenir des propos d'estrade, encore une fois, dans une logique politicienne et électoraliste. Bon, on peut imaginer que Marine Le Pen et Valérie Pécresse connaissaient ce dossier. Simplement, pour le grand public, si vous parlez de chargé d'affaires ou d'ambassadeur, il est possible que le mot ambassadeur soit compris du plus grand nombre. En tout cas, je l'interprète comme ça. C'est quand même embêtant. Bon, et c'est comme ça que j'ai interprété cette... Oui, enfin, on pourrait imaginer que ces deux candidates soient conseillées, qu'elles aient des conseillers diplomatiques qui sachent de quoi ils parlent. Il y a peut-être une volonté, je le répète, pédagogique de dire, il y a encore, j'imagine,
Il y a encore des représentants du Mali en France, et c'est peut-être mais cela d'habitude, que vous Mme avez Le des- Pen et Mme Ces Pécresse ont gens, voulu ces gens sont en contester. général très bien conseillés. Oui. Or, visiblement, ils n'ont pas été. Oui, je veux dire quelque chose sur le fond de la remarque. Mais C'est peut-être pas forcément l'idée la plus intelligente tout de suite, pour des raisons symboliques, de renvoyer le chargé d'affaires du Mali. Il faut peut-être quand même essayer de maintenir un dialogue. Non, mais il ne parle pas du Voilà. Je ne suis pas un spécialiste de diplomatie, donc... autant il est de bonne guerre de s'amuser qu'elle ne savait pas que l'ambassadeur du Mali n'était plus en France, autant il est tout à fait naturel de la part de Mesdames Pécresse et Le Pen d'exiger les règles de la réciprocité. Ça me paraît Et vous tout aussi à fait de proposer normal. des solutions aux problèmes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait En pour tout cas, on est voilà. d'accord, Alors mais ça, on c'est est en le sujet de campagne. fond, c'est notre rapport avec le Mali. Bien entendu. Ça, Voilà. le sujet de Et fond on est est en- beaucoup plus c'est ça qui est important. beaucoup plus un sujet de fond. Non, mais on est en campagne, donc là, elles font de la politique. Alors certes, c'est maladroit, elles sont mal conseillées, mais on comprend bien le message qu'elles ont envoyé. Et moi, je suis d'accord avec Gilles William. Le minimum, c'est ça. la réciprocité. Ah oui. Bah oui. Oui, mais enfin, on a une capacité à se laisser humilier. On a perdu qui est- plus de qui est 50 un peu hommes. récurrente. Ah oui. On a perdu plus de 50 On est hommes. d'accord. Et on 56. renvoie 56. Et on renvoie l'ambassadeur pour prix de toute reconnaissance. Il faut reconnaître qu'on a le droit de ne pas être très satisfait. Ouais, parce qu'on considère Voilà ce que qu'on le pouvait gouvernement dire. malien n'est pas légitime, mais il me semble qu'il y a plein de dictatures africaines qui ont leur ambassade à Paris, et là, ça ne pose pas de problème Mais à la c'est pas le France. problème, c'est la manière dont ça. le Mali se conduit Oui. par rapport à la France. Non, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un deux poids, deux mesures qui est un peu surprenant dans la manière dont on traite ces régimes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur... Il y a des gentilles dictatures et des dictatures moins gentilles, il faudrait se Voilà demander ce qu'on pourquoi. pouvait dire C'est sur, encore le prix de notre faiblesse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les affaires politiques ce soir. Et je Et bien propose, maintenant de politique politicienne, si j'ose dire, parce qu'on parle évidemment de politique quand on parle de la police. Les candidats de droite à la présidentielle se sont livrés aujourd'hui à une compétition sur la sécurité. Valérie Pécresse et Éric Zemmour étaient là, mais également Marine Le Pen. Gérald Darmanin représentait le gouvernement. Mais ce qui est étonnant dans ce grand oral, si j'ose dire, devant le syndicat Alliance, c'est qu'Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Christiane Taubira avaient décliné l'invitation, et Jean-Luc Mélenchon n'a pas été invité, ce qu'on peut comprendre vu ses propositions et vu les mots qu'il a régulièrement sur la police. Alors je vous propose d'abord de voir Jeanne Cancard et de bien écouter le sujet, mais surtout les propositions qui sont faites par les différents candidats. Merci d'être venue, Madame Pécresse. Valérie Pécresse est la première candidate à prendre la parole devant des dizaines de policiers réunis pour leur présenter ses principales mesures. Il faut des sanctions exemplaires. Quand on touche à un policier, c'est 1 an de prison ferme, peine plancher. Et on ne peut pas y déroger. Et là, je peux vous dire, ça va ramener le calme. Ça va ramener le calme dans les cités. Vient ensuite le tour de Gérald Darmanin, représentant d'Emmanuel Macron, candidat non déclaré à la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur a 45 minutes lui aussi pour promouvoir 5 années d'action gouvernementale. Je veux vous dire la fierté que j'ai de parler au nom du président de la République, de vous dire ce qu'on a fait, qui n'est pas parfait, mais qui est, je crois, sans précédent. Le président de la République, je crois, le jour où, j'espère, il sera candidat, il n'a pas un rôle facile parce qu'il sera quasiment le seul candidat d'un parti de gouvernement. Un parti qui accepte les responsabilités, et c'est difficile. Et il y a un état de violence dans la société qui revient de loin, vous le savez. Et on ne peut pas tout changer en quelques instants et en quelques formules magiques. Si Gérald Darmanin défend un bilan, Éric Zemmour, lui, l'attaque. Je propose 2 mesures. La première, construire 10 000 places de prison. Je sais que depuis 20 ans, tout le monde vous promet ça et que personne ne le tient. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places, on en est à 2 000. Mais moi, j'ajoute une autre mesure, qui est l'expulsion des 15 000 délinquants étrangers. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, conclut ce grand oral avec un discours davantage axé sur des mesures sociales. Sécuriser l'exercice de la profession, disais-je, mais aussi sécuriser votre parcours professionnel et votre vie familiale. Je veux alléger vos soucis personnels par une grande politique sociale en votre faveur. Il faut augmenter le budget social de la police. Vous donner accès à une mutuelle très accessible mais très efficiente, avec une prise en charge par l'État des surcoûts des blessures professionnelles. À gauche, aucun candidat n'a accepté l'invitation. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'était pas convié, trop anti-flic pour le syndicat organisateur. Gilles William Goldnadel, je rappelle évidemment que vous êtes avocat. Peine plancher, dit Valérie Pécresse. Tu touches à un policier, 1 an ferme. Est-ce que ça marche? Écoutez,
Ça avait été supprimé sous Sarkozy. Non, mais là, précisément, tu touches un policier, un enfer. Ça Ça marche ou ça marche pas? Ça marche à condition. Ça n'a pas été supprimé. Mais vous savez pourquoi ça a été supprimé? Les juges ne l'appliquaient pas. Ils n'en voulaient pas. Mais oui, d'accord. Mais enfin, c'est. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Ah oui, mais c'est au garde des Sceaux de faire en sorte que les juges le fassent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais vous me demandez mon avis, vous ne me laissez pas parler. Donc, pardon. Mais encore faut-il que la peine soit exécutée. On a un problème Non, mais oui. Sûr. Mais oui, donc Ça, non. c'est peine planchée. Si en plus elle n'est pas exécutée, Mais non, mais oui. on peut. Il y a des tas de peines, Monsieur Pro, qui sont prononcées C'est pas ma et question. pas Ma exécutées. question, Vous me demandez est-ce si ça marche. Moi, je. Est-ce que ça marcherait? Ça, oui, c'est Voilà. ça. Est-ce que ce serait dissuasif? Est-ce que ce serait efficace? Au risque de me répéter, si c'est exécuté, oui, ça serait dissuasif. Pour l'instant, pardon de vous le dire, mais les délinquants qui sont encore plus au courant qu'ici de ce qui ne marche pas n'ont aucun sentiment, à juste titre, d'impunité. Donc, ils peuvent frapper dans la tête d'un flic sans que ça ne leur pose aucun problème, ni aucun souci, ni aucune inquiétude. Les deux autres mesures que vous avez entendues, 10 000 places de prison en plus. Tout le monde sera d'accord, Bien sans sûr. doute. Expulsion de 15 000 étrangers, c'est possible ou pas? Oui, c'est certainement possible si on décide qu'il y a une volonté politique. Mais moi, pardon, mais je ne voudrais pas répondre à votre question. Je voudrais m'interroger sur cette inversion des rôles, parce que c'est ceci qui a été analysé, qui est beaucoup plus intéressant politiquement. C'est-à-dire que le syndicat Alliance, qui avait appelé à une manifestation citoyenne en mai à Paris devant l'Assemblée nationale, disant d'ailleurs que le problème de la police, c'était la justice, a posé le problème de la sécurité en termes politiques. Et aujourd'hui, ce sont non pas les policiers qui sont aux ordres des politiques, mais les politiques, enfin certains d'entre eux qui ont accepté d'être aux ordres des policiers. Et c'est un renversement qui me paraît très intéressant parce qu'en effet, les policiers comme les citoyens se sentent abandonnés. Ils posent le problème politique de l'abandon des citoyens, en l'occurrence de l'abandon des policiers par les politiques eux-mêmes. Et je trouve intéressant que la gauche se soit défilée. Bravo. Non, mais c'est intéressant. Et que la droite accepte maintenant de répondre très concrètement à ce que réclament les policiers. C'est ça qui me semble être le plus intéressant, plutôt que de savoir s'ils vont appliquer leur... Alors, deux choses. D'abord, c'est incroyable quand même. Le syndicat Alliance, ça n'est pas un syndicat extrémiste. Loin s'en faut. Il est plutôt classé à droite. Oui, mais enfin, c'est pas extrémiste. Non, mais Monsieur Pro, j'attire votre attention qu'on peut être à droite sans être extrémiste. Ce ne sont pas deux termes synonymiques. Vous n'avez pas échappé. À partir de là, le fait que la gauche ne réponde pas à cette invitation montre une fois de plus que puisqu'elle a abandonné le peuple, parce que les policiers, c'est vraiment le peuple, eh bien le peuple l'abandonne. Il ne faut pas s'étonner du caractère ridicule de leurs chiffres. Et d'autre part, les propositions de Marine Le Pen, et je termine là-dessus, je sens comme une sorte... Mais j'ai interrompu personne, c'est moi qui... Non, mais je sens comme une sorte de lassitude. Non, mais ce que dit Marine Le Pen, elle se penche sur le caractère social des choses. Oui. N'oubliez pas le nombre de suicides dans la police, le nombre de divorces dans la police. C'est un point extrêmement important. Et ils ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Bon, alors, j'ai fini de parler. On va faire une pause parce que... Oui, voilà. On pourra dire un mot après. Mais oui, vous aurez le droit de parler s'il vous laisse parler. C'est toujours pareil. J'aurais peut-être des choses à rajouter d'ailleurs. Mais non, mais c'est... Voilà. La pause et à tout de suite. Moi, je suis invité pour parler. Nous revenons sur ce grand oral. Les candidats de droite à la présidentielle se sont livrés aujourd'hui à une compétition. Oui, une forme de compétition, en tout cas, sur la sécurité. Moi, j'ai trouvé l'initiative très intéressante. Oui. Très intéressante, d'abord, de transparence des candidats de droite, qu'ils disent ce qu'ils proposent. Ça me paraît, sur le plan démocratique, une bonne chose de dire voilà ce que je propose, écoutez-moi, je parle devant des policiers. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, écoutez ce qu'a dit Éric Zemmour. Je vais donner la parole, évidemment, avec Véronique Jacquet, sur son analyse de ce qu'il faudrait faire, et notamment avec ce qu'il appelle les délinquants du quotidien. Il faut absolument, impérativement, vous soutenir et vous donner les moyens de vous protéger et de vous défendre et de prendre le dessus sur ces délinquants qui vous agressent et qui ne sont pas seulement des délinquants. Toutes les analyses ont prouvé qu'il y avait un continuum entre les délinquants du quotidien et ceux qui finissaient par être djihadistes au Bataclan et ailleurs.
Tout ça, ce sont les mêmes personnes. Ils viennent des mêmes origines, des mêmes quartiers. Ils ont le même parcours sociologique. Je dirais que les uns font le djihad et que les autres font le djihad du quotidien. Mais c'est la même chose. C'est le même enjeu. Et donc, pour cela, nous devons vous donner des moyens. Et pour cela, nous devons vous soutenir. Alors, c'est intéressant parce qu'il appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il demande la suppression du juge des libertés. Il demande de revoir aussi le recrutement des magistrats, donc au sein de l'École nationale de la magistrature, parce qu'il dit qu'il faut une révolution idéologique, parce que c'est difficile finalement de quantifier la façon de sanctionner ces délinquants ordinaires, c'est cette petite délinquance. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un débat qui n'est jamais posé. Et effectivement, quand on a un prisme idéologique de gauche, on va dire « Ah, eh ben, s'il a volé, c'est parce qu'il vient de tel milieu, etc. etc. » Donc il pose ce problème. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que Marine Le Pen, effectivement, a mis l'accent sur le côté social des policiers, le mal-être, etc., les retraites, les primes, etc. Lui, il est sur la révolution idéologique qu'il faut faire. Il a aussi souligné la question de la légitime défense, qui en soit un vrai débat dans notre pays. Après, moi, ce qui m'a paru intéressant, parce que c'est vrai que tous, c'est compliqué de mettre en place de vrais leviers d'action pour que ça change. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il va falloir 10 ans pour qu'il y ait moins de criminalité. Pourquoi il rit, Gilles William? Je n'ai jamais parlé aussi longuement dans ma vie. Et alors, justement, vous m'écoutez tous religieusement, c'est formidable. Mais en plus, je dis des choses pertinentes. Bon, voilà. Absolument. Mais ce que vous voilà. dites, et là où vous avez raison, et que peut-être enfin, on va arriver dans ce pays à un changement idéologique sur la délinquance. Oui, mais justement, lui, est-ce que c'est possible d'appliquer ce que certains ont appelé tolérance zéro? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les écoles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de l'éducation, ça ne veut pas... Évidemment que c'est... Mais le recrutement des magistrats, le recrutement aussi, pourquoi pas, des policiers, pourquoi pas? Peut-être que la question se pose. Oui, mais le plus important de ce que vous avez dit, c'est le changement de l'idéologie. Oui, et pour terminer, sur Valérie Pécresse, elle a dit aussi quelque chose d'intéressant. On ne l'avait jamais entendu parler comme ça. Pour la première fois, elle a fait le lien entre délinquance et immigration. Voilà, donc il y a aussi une zémorisation finalement. Et oui, mais on dit zémorisation, ça ne devrait pas être une zémorisation. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Il n'y a que ça qui m'intéresse. Est-ce que ce lien, existe ou pas? Elle va sur son terrain. Moi, je suis d'accord. C'est les faits qui nous intéressent. On vit un coup d'état permanent des réalités, des faits, tout simplement des faits. Il est intéressant de voir qu'en effet, aujourd'hui, les policiers eux-mêmes forcent les politiques à renoncer à la culture de l'excuse, parce que c'est ceci qui est la matrice, dans le fond, de toute la politique qui a été suivie jusqu'alors, c'est-à-dire que l'on s'intéressait davantage aux délinquants et à sa vie qui était souvent une vie tumultueuse, c'est vrai, pour les tenter d'excuser socialement et culturellement. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a oublié quelle était la force protectrice des policiers eux-mêmes, et on revient à des élémentaires protections d'une société. On parle beaucoup de la protection sanitaire, on a oublié de parler de la protection quotidienne des gens, et on y revient. Jean-Loup Bonamy. Il y a un autre point qui me semble très important, et sur lequel il faut aussi une révolution idéologique, et qui concerne la police, c'est que globalement, la France est devenue un enfer bureaucratique, et c'est tout à fait vrai pour les policiers. Quand vous voyez, par exemple, la complexité administrative du travail des policiers, le code de procédure pénale, ses changements permanents, et le temps de plus en plus important qui passe à des tâches bureaucratiques qui leur sont imposées au lieu d'être sur le terrain, et qui en même temps sapent leur morale, ça c'est aussi une vraie révolution, débureaucratiser la police, qui me paraît, et débureaucratiser aussi l'hôpital. Ce que je veux dire... Débureaucratiser la France elle-même. Débureaucratiser la France. Ce que je voudrais dire, c'est que le lien entre insécurité et immigration, c'est un lien qui peut maintenant être dit sans trembler, hormis pour quelques juges dans des endroits stratégiques et quelques journalistes dans quelques journaux stratégiques. Ça tombe bien, ils ont la même sociologie. Mais sur le terrain des réalités, la cause est entendue. Mais remarquons tout de même et interrogeons-nous sur cette absence très remarquée de Jean-Luc Mélenchon. On en parlera tout à l'heure. Non, mais il n'était pas invité. On en parlera. Oui, mais il n'était pas invité, mais il est absent. Oui, mais on en parlera. Vous spoilez, on en parlera. Bon, d'accord. Yvan regrette l'absence de son candidat. Voilà. Écoutez, maintenant Gérald Darmanin qui était là, parce que Gérald Darmanin était présent, et lui il a regretté le temps des yaka faucons, au fond. Écoutez. Alors vous connaissez nos priorités, elles ne vont pas changer. Lutte contre la drogue, lutte contre le terrorisme, protection des femmes et des enfants. Mais quelles sont
les priorités des autres, à part des phrases chocs et quelques réponses creuses dans le quotidien du policier. Vous savez, il n'y a pas de baguette magique. Et la délinquance, elle ne se règle pas, vous le savez mieux que personne, à coup de décret ou à coup de discours. Et où mènent les propos simplistes de ceux qui, manifestement, ne sont des polémistes du Yaka Faucon. À part flatter les colères légitimes, à part mettre en danger les policiers, et à part décrier et détruire l'institution républicaine qu'est la police nationale. C'est très difficile de répondre parce que, oui, on peut avoir des propositions simples. Oui, on pourrait avoir des propositions efficaces. C'est pas mettre en danger les policiers. Tolérance zéro, ça existait à New York. C'était simple et c'était pas simpliste. Donc, comme il caricature ceux qui proposent des projets radicaux. Non, mais en plus, M. Darmanin n'est pas responsable de cette situation. Je considère que c'est plutôt un bon ministre de l'Intérieur. Oui. Mais il a eu. Mais là, il caricature. Il caricature d'une certaine manière quand il dit les propos simplistes. Oui, il peut avoir des solutions extrêmement simples. C'est-à-dire que des peines planchées, ça peut être extrêmement simple à mettre en place. Construire de prison, ça peut être extrêmement simple. Des places de prison je suis désolé. Qui ont été construites. Monsieur Julien, il y a eu des résultats. Ce que tu entends dans ce qu'il dit, c'est déjà au fond, c'est un peu désabusé. Voilà, c'est désabusé. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Il y a pas. Si, il peut avoir des baguettes magiques précisément. Il peut avoir des baguettes magiques. Ça peut exister. Non, mais il y a des pays. Il y a des pays effectivement qui ont réussi la sécurité avec des mesures draconiennes. C'est pas du fatalisme. Non, mais je suis désolé de le dire. New York dans les années 90, ou le Danemark qui met en place une politique anti-ghetto pour justement casser la délinquance et les ghettos, et ils font le lien entre délinquance et immigration. Ils ont lancé un plan jusqu'en 2030. Donc voilà, dans cette émission, on est aussi... Et Jean-Luc Mélenchon. N'oublions pas que les policiers, dans leurs manifestations, demandaient des peines plus lourdes pour les agresseurs. Alors c'est peut-être une solution simpliste, mais c'est une solution qui s'entend. Et donc il ne faudrait pas, en effet, que Darmanin prenne des pincettes pour dire qu'il y a des propos qui seraient tolérables, les siens en l'occurrence, et qui deviendraient suspicieux quand ils viendraient de la droite. Et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez un ministre de l'Intérieur anglais, Jack Straw, travailliste, qui a eu d'excellents résultats aussi il y a une dizaine d'années. Voilà. Et parfois, les solutions les plus simples ne sont pas forcément les plus mauvaises, les plus radicales, les plus précises. Les peines planchées peuvent effectivement être dans un arsenal judiciaire. Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas présent ce matin, il s'est exprimé. La droite, ils sont avec toute l'extrême droite devant une organisation d'extrême droite policière. Oui, ils sont entre eux. Quoi. Vous n'avez pas été invité par Alliance? Est-ce que c'est un souci encore heureux. Je ne vais pas dans les réunions d'extrême droite, je ne vais pas à leur manif, c'est pas pour aller à leur congrès. Ça va être intéressant le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle parce que tous ces excès, ce qui va les payer dans les urnes, d'expliquer qu'Alliance est une organisation d'extrême droite. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a jamais il y a eu ce type de débat-là. Il faut quand même aller au fond du problème, c'est qu'il y a quand même le contentieux qu'il y a eu avec la répression des Gilets jaunes. Il y a ça qui est dans l'esprit de beaucoup de ceux qui ont regretté des violences policières. Et moi-même, j'étais là pour le dire qu'il y a eu quand même également des violences. Mais c'était des violences de l'appareil d'État qui mettait la police au service de sa violence, qui était une violence, de mon point de vue, qui était presque illégitime dans la mesure où elle était disproportionnée par rapport à la foule qui n'était pas une foule haineuse. Et donc, il y a quand même, il y a s'il y avait des foules haineuses, la foule à l'Arc de Triomphe le 8 décembre. Au début, elle ne l'était pas. Au début, c'est le 8 décembre. Des foules bon enfants qui sont devenues haineuses à force de prendre des coups sur la figure. Et simplement, non, ça, cette analyse-là, je ne la partage pas. J'étais dans la foule. Je ne la partage dans la foule avec eux et j'ai reçu ces gaz lacrymogènes. Je ne la partage pas. J'ai été pendant très longtemps avec eux. Et donc, je pense qu'il y a quand même aussi ce ressentiment, il y a une exaspération qu'il y a eu. Mais moi, que je mets sur le compte du ministère de l'Intérieur, que je ne mets pas sur les policiers eux-mêmes. Qu'est-ce que ça a à voir avec Oui, ça n'a rien à voir avec Mélenchon. Ça a à voir avec la violence. Qu'est-ce que ça a à voir rien à voir avec Mélenchon. Avec la violence quand vous avez eu des gens qui ont perdu des bras, des yeux et qui ont été mutilés. Et ne les oubliez pas. Mais ça n'a rien à voir avec Mélenchon. Avec Mélenchon. Ça a à voir avec Mélenchon parce qu'il fait référence. Mélenchon, c'est le porte-parole des Gilets jaunes maintenant. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Soyez pas caricatural, ça ne vous ressemble pas. Je vous dis simplement qu'il y a toute une partie. Je vais quitter l'émission. Non mais Yvan, ça n'a rien à voir. Ça a plein à voir.
plein dans le sujet. C'est pas du tout, on n'est pas du tout. Il y a toute une partie d'une France indignée qui n'oublie pas qu'elle a été mutilée par des policiers. Oui, enfin, ne dites pas ça. Il y a toute une partie de la une France mutilée par les policiers. C'est bizarre que vous ne vouliez pas entendre. Toute une partie d'une France oubliée a été mutilée par des policiers qui répondaient à des ordres de l'appareil d'État. Qu'est-ce que savoir avec un mélange... Vous ne pouvez pas non plus l'évacuer. Je suis tout à fait solidaire avec les policiers. Je suis d'accord avec eux. Qu'est-ce que ça a à voir avec le discours de dérive d'un Mélenchon qui explique qu'Alliance, c'est un syndicat d'extrême droite, et ses lieutenants qui expliquent que la... Il reste 9 minutes. Je parle au-delà de Mélenchon. Et ces lieutenants qui expliquent que l'émission de M6, c'était une émission dans le caniveau. Ne mélangez pas moyennant tout. quoi, maintenant, les journalistes sont menacés de mort. Il y a une dérive de la France insoumise qui est invraisemblable. Allez, un mot. Un mot du Covid pour vous dire que les restrictions sanitaires. Alors, visiblement, on a le droit de ne pas porter le masque à l'extérieur. Oui, mais les enfants, en revanche, doivent toujours le porter dans une cour de récré quand ils font du sport. Mais le gouvernement annoncera la semaine prochaine une adaptation du protocole sanitaire dans les écoles. À partir du 16 février, réouverture des discothèques, concerts debout. Il y a 500 000 contaminations par jour. Tout ça c'est absolument grotesque, mais ce n'est pas grave. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Je veux dire, tu pourrais tout ouvrir, ça ne changerait rien. Non, mais pour l'instant, il n'y a que la France qui continue de faire comme ça. À peu près, oui. Il n'y a que la France. À peu près. Il y a peut-être l'Allemagne, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on voit bien que toutes ces mesures n'ont pas empêché l'épidémie de se propager et que cette épidémie, aujourd'hui, n'est plus la même qu'avant. Omicron n'est plus la même qu'avant. Donc il y a un changement. Ça serait bien quand même que le gouvernement comprenne qu'Omicron, c'est pas Delta. Quoi. Ça serait pas mal que ça arrive. Pascal, on sait tous qu'il y a longtemps que le gouvernement a compris que Omicron, c'est pas Delta, sauf que ça les arrange de faire une campagne électorale sur la gestion d'une crise. On continue à vous protéger, c'est d'un cynisme absolu. Il continue l'anesthésie. Et l'anesthésie qu'on voit dans les sondages. Au Danemark, les cas de Covid Omicron continuent à augmenter, pour autant on vit normalement. Qu'est-ce que vous avez dit? J'emmerde donc je suis. Voilà, c'est un peu il a une très bonne synthèse. Ça m'est venu comme une fulgurance. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de parler 3 minutes parfois. 3 secondes, vous êtes plus efficace. Mais j'emmerde donc je suis. Essayez maintenant la formule lapidaire. J'emmerde donc je suis. Avant de parler des poubelles de Marseille et puis de l'affaire Lelandais, je voulais simplement, parce que c'est vrai que c'est quand même très étrange, cette affaire du Canada, les médias français n'en parlent absolument pas. Moi j'en ai parlé une fois. C'est vrai. Il y a effectivement... C'est difficile de savoir exactement ce qui s'y passe aussi. C'est pas très... Et sur les réseaux sociaux, les gens disent vous n'en parlez pas. Parce que j'ai entendu Mathieu Bocoté hier... Il y a un article dans votre Figaro, je vous dis, aujourd'hui. Oui, mais enfin j'entendais notre chroniqueur d'ici dire des noms... Ça a été on voit des images là, je pense qu'on va voir des images. Sous-évaluer cette mobilisation. Alors que les JT de certaines chaînes ouvraient sur la neige, je ne sais pas où. Donc c'est des gens simplement qui sont contre au Canada le pass... Ils bloquent Ottawa. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est parce que les camionneurs, on parlait justement du mouvement des Gilets jaunes, c'est que les camionneurs qui sont très puissants aux États-Unis et au Canada, à cause des distances, parce que c'est des États continents, là, justement, Trudeau leur a imposé le pass vaccinal à chaque fois qu'ils passent la frontière en revenant des États-Unis. Et visiblement, ils l'ont très mal pris. Et ce qui est intéressant, parce qu'ils vont parler des Gilets jaunes, c'est un peu la même chose, c'est que ça se passe en dehors des grands syndicats traditionnels. Le syndicat de camionneurs très puissant au Canada a été pris complètement de court et ça s'est fait sans, même, y compris par des gens syndiqués, mais sans du tout passer par l'appareil du syndicat, comme les Gilets jaunes en France. La CGT a rejoint par la même chose, mais ça a explosé sans prévenir. Il commence à se passer le même phénomène en Europe, où vous avez maintenant des camionneurs qui se sont donné rendez-vous à Bruxelles pour dans 3 semaines, je crois. Alors je ne sais pas s'il y aura les mêmes effets. En tout cas, il y a un compte Facebook où il y a 100 000 personnes, un compte Facebook qui s'appelle Convoi de la Liberté. Convoi de la Liberté. Attention, parce que les camionneurs... Attention, il faut faire attention quand ils se mettent sur la route... mais en effet, le sujet pour l'instant, c'est l'omerta médiatique. On a vu sous François Mitterrand... C'était difficulté à avoir des chiffres précis sur... C'était, je crois, Premier ministre, je crois que c'était Bérégovoy. Non mais, c'est toujours c'est le système de focalisation, occultation. Si on avait fait ça à M. Trump plutôt qu'à M. Trudeau, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Je voulais vous montrer cette image absolument incroyable.
Je voulais vous montrer cette image absolument incroyable. C'était la 3e grève des éboueurs en 4 mois à Marseille. Après 2 semaines de blocage, un accord a été trouvé aujourd'hui entre les syndicats et la métropole ex-Marseille-Provence. C'est Yves Morène, qui est vice-président de l'institution en charge des négociations, qui l'a annoncé. Le syndicat majoritaire FO, à l'origine de ce nouveau mouvement, appelle à la reprise du travail dès demain soir. Donc j'imagine qu'ils leur ont donné ce qu'ils voulaient. Comme ça, c'est plus simple. Et vous voyez ces images absolument terrifiantes de Marseille jusqu'au... Le paradoxe, c'est qu'on réclame une société aseptisée, et là, on vit dans les rats. Vous savez combien ont obtenu les grévistes? 40 euros. 40 euros. Force ouvrière demandait 100 euros par mois. Ils ont obtenu 40 euros. Ah, bon, donc ils n'ont pas obtenu ce qu'ils... un bazar pareil, avec tous les risques écologiques et sanitaires. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les sociétés privées... Et parce que Force ouvrière est un État dans l'État à Marseille, ça en dit long quand même sur la déliquescence de la ville et de l'État. Le procès Lelandais, je voulais terminer par ça, c'est le 3e jour aujourd'hui du procès. Vous savez que Noémie Schulz est avec nous tous les jours à Grenoble, et aujourd'hui, il était étudié la personnalité de M. Lelandais, de Nordal Lelandais. Écoutons Noémie Schulz. D'un ton contrit, Nordal Lelandais le répète. Je me suis déconstruit. Je ne veux plus être la même personne qu'avant. J'essaie d'être meilleur de jour en jour. Je vois des psychiatres toutes les 2 semaines. Je sais que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Il ajoute qu'il fait de la méditation pour calmer ses colères. Mais ce changement, cette promesse de changement, l'avocat de la mère de Maëlys n'y croit pas. Pourquoi ? Eh bien, dit-il, parce que Nordal Lelandais s'est procuré un portable en prison. Là n'est pas vraiment le problème, souligne Maître Rajon. La plupart des détenus font pareil. Non, le problème, c'est qu'avec ce portable, vous consultez des sites pornographiques. Vous cherchez des vidéos douteuses en relation avec des jeunes filles. Pour l'avocat, c'est la preuve matérielle que Nordal Lelandais n'a pas changé, qu'il est toujours dangereux, attiré par les jeunes filles. Ce portable, vous l'avez consulté il y a encore quelques semaines. Interrogé par son avocat, Nordal Lelandais maintient qu'il n'a jamais de sa vie consulté de sites pédopornographiques. Mais la question est celle-là. Après 3 journées consacrées à l'examen de la personnalité de l'accusé, les jurés verront-ils une différence entre le Nordal Lelandais de 2017 et celui de 2022 ? Je ne connais pas le dossier, mais ça me paraît un être parfaitement irrécupérable qui ne mérite en ce qui me concerne, il ne m'inspire pas la moindre compassion. Et en même temps, avec une enfance protégée dans une famille visiblement équilibrée, donc là, du coup, il n'y a pas d'excuse sociale. C'est ce que je peux en dire, je ne connais pas le dossier non plus. Et ça reste toujours, évidemment, un mystère absolu. Manifestement, on aura du mal à savoir les circonstances dans lesquelles cette petite Maëlys, qui avait 8 ans et demi, a été séquestrée, enlevée, et les conditions dans lesquelles elle est décédée. Je voulais qu'on termine cette émission peut-être avec Monica Vitti, parce que Monica Vitti, c'est un nom, c'est effectivement une star, c'est une époque. Elle est décédée aujourd'hui à l'âge de 90 ans. C'est le ministre italien de la Culture qui l'a annoncé. Elle était atteinte d'Alzheimer. Elle était née à Rome le 3 novembre 1931. Et elle était l'égérie notamment de Michelangelo Antonioni, avec qui elle avait noué rapidement une relation artistique et d'ailleurs sentimentale. Vous avez peut-être vu l'Aventura, vous avez peut-être vu... elle était Valentina. Vous l'avez peut-être vu également dans La Nuit. Vous l'avez peut-être vu aussi dans L'Éclipse. Et c'était une comédienne sublime, retirée des écrans. Vous voyez Marcello Mastroianni, vous voyez des images à l'instant. Il y avait des images qui défilaient aussi avec Alain Delon, parce qu'elle a tourné avec Alain Delon dans le film L'Éclipse. Monica Vitti avait 90 ans. Je vous remercie grandement. Vous étiez bien discret aujourd'hui. Peut-être... J'ai pas besoin de plus. J'ai été pertinent. C'est comme ça que je t'apprécie. Oui, franchement, j'ai pas besoin de plus. Tu sais tenir ton rang. Est-ce que vous êtes plutôt chandeleur ce soir? Est-ce que vous allez... J'adore les crêpes. Ma maman les fait très bien. Donc vous allez rentrer chez votre maman peut-être? Elle n'habite pas à Paris, mais voilà. Bon, est-ce que ce soir, les crêpes seront au menu chez vous? Non. Bon, peut-être chez Radio Folle, une crêpe Non, j'ai oublié, je n'ai pas fait attention à ça. Arnold de Cara était à la réalisation aujourd'hui, c'était Raphaël Lissac qui était au son, merci à Philippe qui était à la vision, Audrey Berthaud et Camille Bourg, bien sûr. Tout de suite, l'heure des livres avec Anne Fulda qui reçoit le docteur Frédéric Salman, auteur de La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie.
S'il peut nous dire effectivement comment vivre mieux et plus longtemps, on va l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Passez une excellente soirée. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin. Tout de suite, c'est l'heure des livres avec Anne Fulda.